Merci Marine Le Pen d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Vous êtes classée opposante numéro 1, bien placée parmi les candidats possibles à la présidentielle de 2017. Vous avez une popularité en hausse, ça c'est les sondages qui le disent, je n'invente rien. Mais vous, vous en méfiez des sondages, généralement vous nous dites qu'ils ne veulent rien dire. À moins que peut-être vous ayez changé d'avis au vu de ces résultats, ça vous aide peut-être à établir une stratégie, vous allez nous dire tout ça ce midi. En tout cas, personne ni rien dans le paysage politique actuel ne trouve grâce à vos yeux. Je ne pense pas que ça ait changé, on va voir. Et ça, de ce point de vue, on ne peut pas dire que ça varie beaucoup au Front National. Ça a été le cas depuis toujours, vous ne variez pas là-dessus. C'est-à-dire que tant que la politique ne varie pas, nos oppositions et nos critiques ne varieront pas. Alors on va commencer par une image de la semaine. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale mardi. Cécile Duflot, au nom des députés écologistes, s'est levée et a demandé une minute de silence en mémoire de Rémi Fraisse, ce jeune de 21 ans, mort sur le site de Sivins dans le Tarn. On va regarder cette séquence. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Je vous demande de poursuivre votre question, Madame Duflot. Merci. Chacun a compris votre émotion, mais maintenant il faut poser votre question. Voilà, alors le président de l'Assemblée nationale a refusé la minute de silence. Est-ce qu'il a eu raison? Bien sûr, il a eu raison. Ce sont les règles de l'Assemblée nationale et Mme Duflot doit les respecter comme l'ensemble des autres députés. Moi, je suis un peu frappé par l'instrumentalisation de la mort de ce jeune, qui évidemment est un drame, bien entendu. Mais cette émotion, vous la ressentez aussi de la mort d'un jeune de 21 ans? C'est un jeune militant de son mouvement. Par conséquent, je comprends l'émotion qui est la sienne. Mais moi, vous êtes ému par cette mort? Permettez-moi, moi j'essaye de prendre un peu de hauteur et de recul sur la situation auquel on a été confronté. Ce que je voudrais dire, parce que ça c'est mon rôle de responsable politique, c'est que ce jeune, il est d'abord la victime des groupes ultra-violents qui ont laissé ce jeune participer à des manifestations dont il savait que le but était de venir casser du policier et agir dans des conditions qui sont traditionnelles chez eux. Ces milices, parce que ce sont des milices, parfois même paramilitaires, ces milices auraient dû être dissoutes depuis des années. Ça fait des années qu'on les retrouve à saccager les centres-villes de Rennes, de Nantes, de Paris. Ce sont les antifas, ce sont les ultra-gauches. Et je vois que le ministre de l'Intérieur n'a jamais procédé aux dissolutions qu'il aurait dû annoncer. Justement. Et par conséquent, le gouvernement porte une responsabilité, tant dans les policiers qui ont été blessés que dans la réitération de ce type d'agissement. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il y a des voix à gauche qui se sont élevées, chez les écologistes par exemple, pour demander sa démission. Vous ne demandez pas sa démission? Non mais si j'écoutais mon cœur, je demanderais la démission de l'ensemble de ce gouvernement tous les matins. Non mais là sur cette affaire, sur cette histoire. Mais sur cette affaire, non. En l'occurrence, sur cette affaire, non. La faute du gouvernement, ça n'est pas d'avoir demandé aux policiers de faire respecter l'ordre. La faute du gouvernement, c'est d'avoir laissé les policiers face à des groupes qui n'auraient jamais dû exister. Mais alors qui porte la faute? Qui n'auraient pas dû exister. Mais qui porte la faute dans ni hier, ce cas-là? ni avant-hier. Eh ben les deux là, vous voyez, vous avez bien choisi la photo. Ce sont les deux là qui portent la faute de cela, car encore une fois, pour des raisons idéologiques, de proximité idéologique, M. Valls, qui a dissous d'autres groupes, je vous le rappelle il y a quelques mois, s'est toujours refusé à dissoudre ces mouvements d'ultra-gauche, alors même que si vous allez sur leur site internet, leur seul moyen d'action, c'est la violence. Ils la revendiquent et ils la mettent en œuvre au détriment de nos forces de l'ordre. Mais pour conclure là-dessus, pour être bien clair, vous ne demandez, vous, la démission de personne, précisément? Non, parce que je trouve que ces appels aux démissions de manière régulière sont, à mon avis, inefficaces. Voilà. Mais j'aimerais que les Français prennent conscience de la situation dans laquelle et le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre mettent nos forces de l'ordre qui n'en peuvent plus objectivement. On va parler maintenant d'une affaire qui fait la une de la presse ce matin et depuis hier. Les révélations du Monde sur François Fillon qui aurait demandé à l'Élysée d'intervenir pour accélérer les poursuites judiciaires concernant Nicolas Sarkozy. François Fillon dément, il porte plainte en diffamation contre les deux journalistes et François Fillon va même jusqu'à soupçonner une entreprise de déstabilisation. Alors à vos yeux, est-ce que c'est une affaire d'État ou de simple règlement de compte comme on a l'habitude d'en voir? Les 3 M, magouille, manœuvre, mensonge. Voilà, c'est ce qui est le fondement de la vie politique dans notre pays depuis de trop nombreuses années. Ce sont les mêmes méthodes à droite et à gauche. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est symbolique cette affaire. Parce que toute cette affaire se symbolise dans la personne de M. Jouyet. Qui est M. Jouyet? M. Jouyet est le secrétaire général de l'Élysée sous un gouvernement socialiste, mais il était hier un sous-ministre
dans le gouvernement Sarkozy. Avec François Fillon, Premier ministre. Voilà. Oui, donc mais alors vous voulez voyez dire quoi? Mais vous voulez dire quoi? Que c'est Jean-Pierre Jouyet qui est au milieu de la manœuvre? Ce sont les mêmes. C'est la fange un petit peu qui est devenue la vie politique française. Ce sont ces hommes-là qui ont fait de la vie politique ce qu'elle est aujourd'hui. Sauf que vous êtes plus en train de pointer du doigt Jean-Pierre Jouyet que le fond de l'affaire de François Fillon qui aurait demandé à l'Élysée d'intervenir pour taper Nicolas Sarkozy. Mais ce sont les mêmes méthodes, c'est la même immoralité, c'est le même fonctionnement dont les Français ne veulent plus, qui, encore une fois, se tourne autour des magouilles, des manœuvres, des crocs en jambes, des mensonges, des trahisons. Mais tous ces gens-là sont amis ensemble. Il y a un point positif. Ils travaillent ensemble. Et M. Jouyet, ça ne le dérange pas de travailler et avec un gouvernement UMP et avec un gouvernement PS. Il est un des nombreux membres de l'UMPS que, évidemment, nous combattons au quotidien. Un point positif quand même, parce que l'Élysée, qui a été sollicité, François Hollande, en premier lieu, pour intervenir dans ces affaires Sarkozy, semble-t-il, c'est ce que dit Le Monde, mais il a dit c'est à la justice de faire son travail, moi j'interviens pas. Donc la justice en France fait son travail indépendante. Eh bien c'est bien, mais le simple fait que c'est un bon point. Si M. Fillon est allé demander à M. Jouyet d'intervenir sur la justice, c'est donc que sous le règne de Nicolas Sarkozy, ça se passait pas comme ça. Mais plus chez François Hollande. Ce qui ne m'étonnerait guère, compte tenu de la multiplicité des affaires et des révélations que nous avons, dont nous avons. Mais les temps ont changé visiblement. Écoutez, tant mieux si c'est le cas. Alors, vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, le pire n'est pas obligatoirement sûr. Nous sommes entrés en tout cas dans une nouvelle étape du quinquennat de François Hollande. Hollande, acte 2, le président de la République entame la deuxième partie de son quinquennat jusqu'à la présidentielle de 2017 dont on va parler avec Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos qui nous rejoint ce midi. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Depuis septembre, vous avez un leitmotiv. Vous souhaitez la dissolution de l'Assemblée nationale et espérez être nommé à Matignon pour diriger le pays. Mais il faudrait pour ça que le Front national passe de 2 députés à 280, la majorité absolue, en un coup. Ça s'est jamais vu. Est-ce qu'au fond, en parlant de dissolution, vous ne faites pas surtout le jeu de l'UMP qui pourrait en être la victorieuse s'il y avait des élections législatives aujourd'hui? Je n'ai pas qu'ils aient très envie d'y aller, au cas où ça vous ait échappé. On trouve toujours quelqu'un pour y aller. Ils ont indiqué que si, par le plus grand des hasards, ils obtenaient une majorité lors d'élections législatives, ils ne voudraient pas gouverner, ce qui est quand même, à mon avis, le summum de la lâcheté. Le summum de la lâcheté, car si les Français veulent une autre politique, eh bien, il faut les contenter. Peut-être parce que l'UMP sait que il ne mènerait précisément pas une autre politique que celle qui est actuellement menée par le Parti socialiste. D'abord, il faut quand même savoir que si nous avons 2 députés sur 577, ça n'est pas en raison de notre niveau dans l'élection. C'est en raison du mode de scrutin. Mais là, il ne changerait pas le mode de scrutin. Vous n'en savez rien, madame, je crois pas. Je crois qu'il y a plusieurs échos qui indiquent que le président de la République réfléchirait précisément à un changement du mode de scrutin. Ce qui ne serait d'ailleurs que justice. Car il est inadmissible qu'un mouvement qui représente 25 à 30% des Français ne soit représenté que par 2 députés sur 577. Vous demandez à François Hollande d'accélérer sur la proportionnelle. Moi, j'aimerais tout de même que chacun se rende compte qu'on ne peut pas pleurer sur la démocratie en disant que celle-ci ne fonctionne pas, qu'il existe une fracture entre le peuple et ses élites, et ne pas pointer du doigt ce qui représente, à mon avis, le plus grand scandale de notre démocratie aujourd'hui, à savoir l'absence de représentativité de l'Assemblée nationale. Donc, soit vous êtes nommé à Matignon aujourd'hui, vous gouvernez avec qui? Qui sont vos ministres? Non mais madame, permettez-moi, mais je vous donnerai la liste de mes ministres le moment venu. J'entends bien ce qu'il y a derrière votre question. C'est en permanence de laisser penser que le Front National ne serait pas capable... C'est demain, s'il y a une dissolution à vous entendre, oui, mais merci, c'est pas madame, dans 2 ans merci, et demi. C'est gentil, j'en ai pris conscience, puisque je réclame cette dissolution. Donc je serai en situation, ne vous inquiétez pas, de répondre à l'appel des Français et de mener la politique qu'ils veulent voir mener. C'est-à-dire exactement l'inverse de celle qui est menée aujourd'hui. Au moins dites-nous le profil de votre gouvernement. Vous voulez de la parité, un gouvernement resserré, faire appel à des gens de la société civile? Est-ce qu'il faut un chef d'entreprise Dans l'idéal, ce serait quoi? Pour l'économie? Donnez-nous votre philosophie en la matière. Il faut des gens qui fassent au gouvernement ce pourquoi ils ont été élus, et pas l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. Car cela fait trop longtemps dans notre pays que des gouvernements prennent le pouvoir et font une politique inverse de ce qu'ils ont promis aux Français. C'est flou ce que vous dites là, c'est un peu flou. Non mais c'est flou, non c'est pas flou du tout, parce que vous trouvez que ça c'est moins intéressant. J'ai pas dit que c'était pas la politique qui va être menée, c'est moins intéressant. Non, mais on a besoin de gens pour l'incarner, une politique. C'est pour ça qu'on vous demande des visages. Vous savez que toute la classe politique admet aujourd'hui que le Front national, sur toute une série de sujets, somme toute, a quand même raison. Raison dans les prédictions qu'il a pu faire.
Croyez-vous, encore une fois, je le répète, que je me réveille le matin et que j'ai une illumination pour savoir ce qui va se passer. Si je sais ce qui va se passer en économie, dans l'immigration, dans la montée incessante de l'insécurité, c'est parce que j'ai autour de moi des gens qui ont les compétences, qui connaissent ces problèmes et qui savent les résoudre. Alors je vais être amené d'ailleurs à nommer un nouveau bureau politique du Front National dans le cadre du congrès qui va avoir lieu fin novembre. Vous trouverez peut-être quelques pistes d'ailleurs dans ce bureau politique de gens qui ont parfaitement les compétences pour appartenir à un gouvernement. Qui sont chefs d'entreprise, qui sont géopoliticiens, qui sont des anciens hauts fonctionnaires, qui sont encore une fois des avocats. Vous voyez qu'il y a là toutes les qualités, croyez-moi, pour pouvoir mener la politique qu'attendent les Français. Mais surtout, ils auront des gens qui sont courageux. Et c'est ça qui manque le plus en politique. La franchise, le courage. Il ne faut pas avoir peur du politiquement incorrect, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on s'oppose à l'immigration, c'est politiquement incorrect. Dès que l'on réclame des frontières, c'est politiquement incorrect. Dès qu'on veut du patriotisme, c'est politiquement incorrect. Vous dites depuis peu, vous décrétez que vous êtes chef de l'opposition. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, vendredi, vous avez fait une conférence de presse. Je ne crois pas avoir décrété ça. Non, mais le chef de l'opposition, c'est celui qui a le parti d'opposition, comme son nom l'a dit, le premier parti d'opposition à l'Assemblée. Mais vous étiez dans une grotte pendant qu'il y a eu les élections européennes ou... Non, mais les élections européennes, c'est des élections européennes. Non, mais vous me dites, je décrète, je ferai là péché d'orgueil, en quelque sorte. Moi, je ne regarde qu'une chose, ce sont les dernières élections. Les dernières élections européennes ont mis le Front National en tête de l'élection. En tête à 25%. Il se trouve qu'un certain nombre d'études d'opinion qui se suivent et semblent se ressembler ont l'air d'accréditer les résultats aujourd'hui et votre stratégie de cette sur élection. Des sondages. Je crois même que je suis mieux que à la tête du premier parti d'opposition. Je crois que je suis à la tête du premier parti de l'opposition au système UMPS. Les sondages qui vous font dire ça. Au système UMPS. Non, madame, les élections. Une élection. Ah, une européenne. Élection. Ah oui, mais c'est une élection intéressante sur l'ensemble du pays tout de même. C'est une élection nationale. Pourquoi rejetez-vous cela? Vous êtes tous des européistes convaincus. Vous êtes en permanence en train de défendre l'Europe. Et quand il y a des élections européennes, vous considérez que, mon Dieu, ça n'a pas tellement d'intérêt. Moi, j'entends. Vous pouvez continuer à ne pas entendre. Il y a 60% des Français qui s'abstiennent. Pour eux, moins vous entendrez le peuple, plus il exprimera sa position de manière forte et ferme. Alors moi, j'attends du peuple qu'il exprime sa position de la manière la plus ferme et la plus forte qui soit. Notamment lors des prochaines élections départementales, accessoirement lors des prochaines élections régionales. Et s'il y a des élections législatives, lors des élections législatives. À propos des élections régionales, qu'est-ce que vous allez faire en PACA? Je crois que vous avez envie de promouvoir une candidature de Marion Maréchal Le Pen. Qu'est-ce qui se passe si le candidat sortant, Jean-Marie Le Pen, a envie d'y retourner? Vous faites une primaire? Bon, d'abord, les élections régionales, ça n'est pas tout à fait l'actualité brûlante. Bah, vous en parlez vous-même. Oui, mais d'abord, j'ai parlé des élections départementales, car dans l'ordre, ce sont les élections départementales qui vont avoir lieu. Cécile a posé une question précise. Oui, alors je vais répondre à Cécile pour sa question précieuse qui intéresse à mon avis assez peu les Français, mais c'est pas grave. Je vois que c'est de la politologie et on adore ça. Sur les plateaux, en tout cas. Dans les foyers, moins. Mais enfin, il y a des instances, madame, au sein du Front National qui décident qui sont les candidats. Donc les instances vont recueillir les différentes candidatures, s'il y en a, si elles sont différentes, et elles décideront, ces instances, de qui est le plus à même de porter les couleurs du Front National. C'est vous qui déciderez? Non, ce sont les instances du Front National. Vous n'avez pas de préférence? Moi, je ne savais pas que Jean-Marie Le Pen était candidat. Vous le savez, vous, tant mieux. Moi, j'avais pensé qu'effectivement, Marion pourrait être assez légitimement candidate dans la région. Mais s'il y a plusieurs candidatures, nous analyserons ces différentes candidatures. Cécile, encore une ou deux questions. À la présidentielle de 2017, les sondages, puisque vous parlez beaucoup des sondages, disent que vous serez au second tour. Vous serez face à qui, pensez-vous? Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou? Est-ce qu'on va revoir les mêmes affiches? Peu importe, peu importe, peu importe. Très objectivement, il peut y avoir n'importe qui de l'UMP ou du PS. Pour moi, c'est exactement la même chose. Puisque, encore une fois, je suis convaincu, et je le dis depuis de nombreuses années, qu'ils mènent exactement la même politique. Sauf que François Bayrou, c'est pas l'UMPS, et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, non plus. Est-ce qu'il pourrait être au second tour face à vous? Oui, je ne crois pas que M. Bayrou puisse être au second tour de la présidentielle. Je pense que plus, simplement, il y aura très probablement soit un candidat de l'UMPS, soit un candidat de l'UMPS. Voilà, lequel,
Ça a assez peu dernière question, d'importance, Cécile. en fait. Tout, dans les élections présidentielles, la bascule, si vous voulez, entre être qualifié au second tour et être élu in fine, souvent se fait en s'alliant avec des gens. Vous êtes un peu seul contre tous. Comment vous faites pour réussir cette bascule? Avec qui vous vous alliez? Quels électorats vous ciblez? Comment vous faites? Encore une fois, je pense que vous avez une vision erronée de la situation. Vous avez une vision ancienne de la situation. C'est fini tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, le peuple est en train de reprendre la main. C'est lui qui décidera qui sera le prochain président de la République. Bien. Et il se moquera des accords et des magouilles et des négociations entre partis politiques. Il décidera qui ils veulent pour les diriger. Cette analyse, vous nous l'avez déjà vendue lors des partiels. Vous nous avez expliqué que sans alliance, on ne pouvait pas être élu. Ben, vous voyez, notamment les élections au Conseil général, nous avons été élus parce que le peuple le veut. Marine Le Pen, je voudrais qu'on parle d'un ancien le peuple le voudra, président. et comme il est encore souverain, plus dans beaucoup de domaines, mais dans celui-là, je voudrais qu'on parle d'un ancien président. Eh bien, il s'exprimera. Parce que nous sommes le 9 novembre, jour anniversaire de la mort du général de Gaulle, avec des gens qui vont déposer des gerbes au pied de la Croix de Lorraine. Et il y a notamment Florian Philippot, qui est allé l'année dernière, il y a 2 ans, qui y retourne aujourd'hui. On sait que les relations entre le FN et les gaullistes n'étaient pas forcément l'idéal, puisque le FN s'est construit sur l'antigaullisme. Quand Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, va à colomber les 2 églises, c'est un geste personnel ou vous le cautionnez au nom du FN? Mais c'est un geste personnel, il l'a dit lui-même. Il y a des gaullistes au Front National. Vous êtes gaulliste? Non, moi je suis plutôt gaulienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accorde au général de Gaulle d'avoir été probablement le dernier véritable chef d'État. J'accorde au général de Gaulle et je partage avec lui la vision d'une France totalement souveraine, qui est libre de sa destinée. Et qu'est-ce que vous lui accordez pas? Qui ne se soumet à aucune influence. Qu'est-ce qui fait votre différence avec les gaullistes alors? Il y a entre le général de Gaulle et moi la guerre d'Algérie. Voilà, parce que j'ai beaucoup de considération et je partage la souffrance des pieds noirs, des harkis. Qui ont eu le sentiment d'avoir été trahis. Voilà, bon, c'est l'histoire de France. Mais je crois très sincèrement que nous partageons incontestablement le refus d'une Union européenne qui a pompé au fur et à mesure, avec la complicité de l'UMP et du PS, ce qui faisait la souveraineté du peuple français. Le peuple a le droit de décider pour lui-même de la politique qu'il veut se voir appliquer. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai en matière d'immigration. Madame Merkel l'a rappelé assez violemment à Monsieur Cameron. Ça n'est plus vrai en matière budgétaire. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ça n'est plus vrai en matière monétaire. Ça n'est plus vrai en matière législative. Juste le temps, Marine Le Pen, juste le temps de remercier Cécile. Merci d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche à propos de monnaie, justement. Vous allez entendre la question que vous pose un chef d'entreprise, Luc-Éric Krief. Il emploie 500 salariés dans le domaine de la plasturgie, le plexiglas, un peu là, ce qu'on a sur le plateau, mais pour d'autres entreprises. Voilà, il vous pose une question concrète, vous allez voir, sur l'euro. Madame Le Pen, bonjour. Luc-Éric Krief, je suis chef d'entreprise d'activité industrielle, 500 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je voudrais poser 2 questions par rapport à la sortie de la France de la zone euro. La première, c'est quid de la fiscalité au niveau des entreprises avec le renchérissement de la dette de la France. Et la deuxième chose, c'est quid du renchérissement du coût des matières premières et des achats de fournitures qui vont avoir un impact directement sur la compétitivité des entreprises. Une réponse précise et argumentée de votre part me conviendrait et j'espère ne pas avoir de réponse politique. Merci Madame Le Pen. Et pourtant, c'est de la politique, j'en suis désolé. Oui, mais il dit, lui, qu'il a une réponse concrète. Il demande des conseils pour son entreprise. Il dit, s'il n'y a pas l'euro, qu'est-ce qui D'abord, j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que ce monsieur est un des responsables du MEDEF. C'est pas anodin. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr. Ah oui, non, mais c'est pas. Non, mais c'est dommage de l'oublier. Voilà, c'est pas anodin. J'en appelle d'ailleurs au MEDEF, puisque à chaque élection qu'il y a eu lieu, ils ont reçu l'ensemble des représentants de l'ensemble des partis politiques, y compris pendant la présidentielle, sauf Marine Le Pen. Ça aurait été dommage, j'aurais pu leur expliquer effectivement toute une série de choses sur le projet qui est le mien. Cet argument est régulièrement mis en avant, l'argument du renchérissement des matières premières à l'importation. C'est vrai pour le pétrole. Mais c'est vrai dans des proportions très dérisoires, car il faut quand même se souvenir que l'immense majorité du prix du pétrole, et notamment du prix du pétrole à la pompe, ce sont des taxes. La réalité, c'est qu'il y a à peu près en moyenne 60% de taxes. Donc 60% du coût que vous payez à la pompe, ce sont des taxes. Mais donc vous voyez au-delà du pétrole, vous voyez que quand vous dites que vous voudriez sortir de l'euro, ça inquiète les chefs d'entreprise quand même. Non, oui, enfin, certains. Ça inquiète ceux qui font leur beurre avec l'euro.
l'euro. Mais il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui meurent de l'euro. Et si l'euro marchait si bien, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes, permettez-moi. Moi, je constate qu'il y a un chômage de masse, qu'il y a une pauvreté exponentielle, que nos personnes âgées n'arrivent plus à boucler les fins de mois, que les entreprises se cassent la figure les unes après les autres. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur le chômage. Or, je dis, permettez-moi, je dis que le moyen de redresser la situation et de retrouver la voie de l'emploi, c'est d'avoir une monnaie à nous, comme 95% des pays du monde. Sauf que, vous savez, Marine Le Pen, à propos de chômage, tout le monde est un peu à la recherche de la recette miracle, vous parlez de l'euro, mais François Hollande, jeudi, lui, il a reconnu que l'inversion de la courbe du chômage, c'était un échec, hein, pas de solution miracle de ce point de vue. C'est un échec. Est-ce qu'il est possible, à vos yeux, d'inverser la courbe du chômage en France? Oui, évidemment. Ah bon? C'est sa politique vous qui est savez un le faire. échec. Mais oui, je sais le faire. Et si je ne savais pas le faire, je ne me présenterai pas aux différentes élections. C'est la même François Hollande politique. le disait aussi, il s'est présenté aux élections, il a été élu et aujourd'hui il pour reconnaît. mener la même politique que celle de Nicolas Sarkozy, celle qui est exigée par l'Union européenne. Ça s'appelle la politique d'austérité. Il a mené cette même politique et ça entraîne les mêmes effets, c'est-à-dire l'aggravation de la situation de notre pays. On le savait. Cette politique de l'austérité, elle a été mise en œuvre en Grèce, en Espagne, au Portugal. On est arrivé à des pays qui sont aujourd'hui renvoyés au Moyen-Âge économique, avec des baisses de 30% des salaires, avec un chômage de 30%. Il y a quelque chose, Marine Le Pen, que François Hollande, en tout cas, a lancé, c'est le pacte de responsabilité. 40 milliards d'allègements de cotisations sociales pour les entreprises. En échange, s'était engagé Pierre Gattaz à l'époque, de la création de 1 million d'emplois. On n'en est plus vraiment exactement là. Est-ce qu'il faut justement conditionner les aides aux entreprises au niveau des embauches? Mais ça ne marchera pas, ça. Pourquoi? D'abord parce que les milliards en question, il faut bien que quelqu'un les paye. Et donc, on va les faire peser sur les classes moyennes. On va les faire peser... C'est-à-dire que ce sont les impôts qui vont payer ça, vous dites? Mais évidemment, ou les taxes. Regardez, et demain, ce seront les personnes âgées. Qui sont doublement victimes. Ils sont victimes de la hausse des taxes parce que c'est eux qui ont encore un peu de capital. Donc vous pensez bien que le gouvernement, à un moment donné, ira chercher le capital là où il est. Les économies des personnes âgées seront la prochaine cible du gouvernement. Il faut qu'ils le sachent. Bon, mais ils ont déjà été victimes, ces personnes âgées, permettez-moi. Si les patrons ne créent pas d'emploi, est-ce qu'il faut qu'ils remboursent les aides? Je vous dis autrement. Monsieur, comprenez bien. Si on augmente les impôts, si on augmente les taxes, on tue le pouvoir d'achat. Donc on tue des allègements de charges pour les entreprises. Tue les entreprises. Non mais les allègements de charges, si en échange de ces 40 milliards, le MEDEF ne crée pas d'emploi. Excusez-moi, mais en économie, il y a des logiques. Donc si vous me laissez pas terminer et aller au bout de ma logique, alors vous ne comprendrez rien. Et c'est plus grave, ceux qui nous écoutent ne comprendront rien. À partir du moment où on augmente les impôts et les taxes, on met en place ce qu'on appelle une politique d'austérité. On tue les clients des entreprises. Et le meilleur moyen de tuer les entreprises, c'est de tuer leurs clients. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Les allègements de charges, est-ce que c'est une bonne politique ou pas? Mais il faut alléger les charges. Mais le seul moyen d'alléger les charges, c'est d'alléger le chômage, c'est-à-dire de créer de l'emploi. Or, on ne créera pas d'emploi avec la politique d'austérité, on ne créera pas d'emploi avec l'euro, on ne créera pas d'emploi avec l'ouverture totale des frontières qui mettent en concurrence déloyale nos entreprises, notre agriculture, avec des produits qui sont fabriqués à très bas coût, sans respect d'aucune norme, sans évidemment la fiscalité qui pèse sur elle, sans respect non plus des normes de sécurité, ce qui causera probablement les grands scandales du XXIe siècle qui vont arriver. Gros chantier, donc, il y a du travail. Hein. Oui, parce que c'est un cercle vertueux qu'il faut mettre en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cercle vicieux. On nous impose toujours les mêmes recettes. Ces recettes sont en train de tuer le malade. On va terminer avec un livre qui a fait parler un autre, qui a été écrit par d'autres journalistes. Vous voyez, ça reste entre nous. Alors, ça veut dire, ce sont des confidences rapportées par ces journalistes en off, quand Nicolas Sarkozy les a rencontrés en tête-à-tête. En off, ça veut dire hors des micros, hors des caméras. Est-ce que vous faites des off? Non. Ça fait pas partie du... Non. Pourquoi? Vous ne rencontrez jamais des journalistes en dehors des plateaux de télé? Peut-être parce que je n'ai absolument aucune confiance dans les journalistes. Mais vous ne les rencontrez pas en dehors des plateaux de télé? Et je crois que j'ai raison d'ailleurs. Mais vous ne les rencontrez pas en dehors des plateaux de télé? Si, bien sûr, mais je ne fais pas de off. Je ne dis rien. Tout ce que vous dites peut être publié donc? Exactement. Car je vais vous dire une chose. Ce que je dis, je le pense. Que ce soit autour d'un steak frites, excusez-nous pour Nicolas Sarkozy, même si ça le dérange, avec des journalistes, que dans un meeting. Dans ce livre, vous n'avez pas été épargné. Le meilleur moyen de ne pas se retrouver dans cette situation, c'est de dire ce que l'on pense en toutes circonstances. Dans ce livre, vous n'avez pas été épargné, vous avez eu droit à des attaques personnelles, vous y avez répondu. Vous pensez aller plus loin?
poursuite en justice Mais absolument pas. Écoutez, je laisse Nicolas Sarkozy face à la bassesse des méchancetés qu'il distribue d'ailleurs à la terre entière. J'en conclus qu'il n'aime personne à part lui-même. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche. On va laisser la place à Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée, le 12-13 national.